Bonjour à tous. Je suis Edouard Frémy. CFM est en direct d'Avranches jusqu'à 13h aujourd'hui pour le débat public de l'entre-deux-tours des élections législatives depuis la salle Victor Hugo. Nous sommes dans la deuxième circonscription de la Manche où le siège de député du Sud-Manche se dispute entre Guénaluette, les Républicains, député sortant de 2 mandats, et Bertrand Sort, La République En Marche, maire de Saint-Père-sur-Mer. Les chiffres du premier tour ont donné ces résultats. Bertrand Sort a viré en tête avec 42,83% des voix, 23 000 bulletins pour son nom. Guénaluette a été deuxième avec 29% des voix, 14 000 bulletins. Un différentiel donc de 9 000 voix dans un contexte, il est vrai, de forte abstention. Peut-être d'ailleurs qu'au second tour, cette abstention sera un peu moins forte puisque un sondage ce matin nous apprenait que 61% des Français comptaient tempérer la majorité qui s'annonce écrasante pour Emmanuel Macron. Alors vous allez débattre, messieurs Bertrand Sort et Guénaluette. Je vous demanderai d'abord qui vous êtes, je vous demanderai dans un instant, je vous demanderai aussi quel député vous serez face à la majorité Macron qui s'annonce. Bertrand Sort, si vous serez dans cette majorité un député godillot, comme on dit, si vous direz toujours oui par principe. Guénaluette, si vous êtes dans l'opposition, quel député d'opposition vous serez? Je vous demanderai aussi de vous positionner par rapport aux sujets du moment qui sont en préparation et que vous aurez à voter dans les prochains mois, comme la réforme du code du travail, la loi antiterroriste, la réforme de l'assurance chômage ou encore la loi de moralisation de la vie publique. Je vous demanderai aussi quel député vous serez face à la circonscription. On développera les enjeux du territoire du Sud-Manche sur Granville-Avranches, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mortain. Quel dossier vous souhaitez travailler, ouvrir ou continuer de travailler sur la circonscription du Sud-Manche? Mais d'abord, nous allons parler de vous. Qui vous êtes? Quelles sont vos valeurs? Quel est votre profil? Bertrand Sort, bonjour. Bonjour. Et je suis également très satisfait de voir que ce débat réunit un certain nombre d'habitants de la circonscription, ce qui montre l'attachement à la démocratie. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, je précise qu'il y a une bonne centaine de personnes à la salle Victor Hugo à Avranches. Qui êtes-vous, Bertrand Sort? On sait que vous êtes maire de Saint-Père-sur-Mer, vice-président de Granville-Terre-et-Mer, mais encore. Voilà, j'ai 52 ans, je suis marié, je suis père de famille, père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants, ce qui fait mon bonheur, vous imaginez bien. Je suis instituteur public, c'est-à-dire que je n'ai pas fait l'ENA, je ne suis pas un adepte des grandes écoles, j'ai fait l'ENI, l'école normale d'instituteur, et j'en suis très fier. Et ma première fonction, effectivement, c'est d'accompagner l'enfance, d'accompagner la jeunesse, notamment dans le savoir lire, écrire, compter, un élément fort du programme de notre président. J'ai grandi à travers la vie associative également. J'ai assumé très tôt dans ma vie des responsabilités dans des clubs sportifs, au sein de l'association de parents d'élèves, et puis j'ai pris en charge également la présidence d'une association qui s'appelle Tourisme au Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, qui fédère sur ce territoire 21 offices de tourisme du territoire, ce qui m'a permis aussi de m'approprier l'ensemble de notre circonscription. Et comme bien souvent, lorsque l'on est une personne investie dans la vie associative, on est très tôt sollicité pour intégrer un conseil municipal, ce qui a été mon cas en 2001. Et depuis 2001, effectivement, je fais de la politique à l'échelon local, une politique de proximité. Je me considère comme un élu de proximité. J'ai donc été conseiller municipal pendant 7 ans à Saint-Père-sur-Mer, où je me suis occupé principalement du sport et de la jeunesse. J'ai ensuite été élu en 2008 aux côtés d'Albert Nourry pour être premier adjoint, où je me suis occupé plus largement de la communication, du tourisme et encore du sport et de la jeunesse, parce que c'est un domaine qui me parle. Et depuis 2014, je suis maire de Saint-Père-sur-Mer et vice-président de la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer en charge du tourisme. Voilà, je peux dire qu'à mon crédit, j'ai cette diversité de parcours, cette complémentarité entre une vie professionnelle, une vie d'actif, je travaille, et un engagement politique, un engagement fort dans ma commune à Saint-Père-sur-Mer, où je pense pouvoir dire sans vantardise que mon action est appréciée au service de mes concitoyens. Pourquoi voulez-vous être député français? Alors pourquoi je souhaite être au service de la nation? Effectivement, j'aurais pu faire le choix de rester dans une forme de zone de confort. Je vous l'évoquais tout de suite, un métier qui me passionne et une fonction politique qui me va bien. Mais je sors d'un constat particulièrement frappant au contact de mes concitoyens. 3 raisons essentielles. La première, c'est le constat d'une société très divisée aujourd'hui. Et le résultat de l'élection présidentielle, je pense, en est un parfait témoin. 4 candidats autour de 20%, c'est pour moi le révélateur de personnes, de citoyens qui ne croient plus aujourd'hui dans l'organisation et dans le fonctionnement de notre vie politique. Je crois qu'on souffre en France d'un immobilisme qui est finalement le fruit d'un clivage gauche-droite, de partis qui sont campés sur des positions, de partis souvent divisés eux-mêmes en leur sein,
et qui aujourd'hui ne sont plus que dans des oppositions systématiques à des décisions de droite si on est à gauche, à des décisions de gauche si on est à droite. Donc il faut changer ces pratiques politiques si l'on veut redonner du crédit à l'action. Et je pense que l'abstention forte que l'on a pu constater dimanche dernier, c'est aussi le fruit de ces clivages et de cet immobilisme. On doit aujourd'hui redonner aux Français cette volonté d'aller voter, d'exprimer une opinion, sans quoi effectivement on risque de voir un fossé se creuser encore plus. La deuxième raison, elle est cette nécessité de renouvellement. Renouvellement des politiques, des gens qui sont installés en politique depuis de très nombreuses années et qui ont perdu cette vision du territoire, cette vision du quotidien de nos concitoyens. On ne peut pas continuer à prendre des décisions, à légiférer à l'Assemblée nationale, alors qu'on n'est absolument plus au fait des réalités que vivent nos concitoyens. Et puis, effectivement, la troisième raison, elle est cette nécessité de rassemblement que j'évoquais, et j'ai cette volonté ferme d'accompagner notre président Emmanuel Macron dans un projet que l'on peut qualifier d'ambitieux, mais dans un projet de renouvellement, d'une France nouvelle, d'une France rassemblée, et d'une France enfin tournée vers l'avenir. En face de vous, donc, Yann Eluette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député sortant, vous avez déjà accompli 2 mandats. Pourquoi avez-vous choisi de vous représenter pour un 3e mandat? J'ai choisi de me représenter pour un 3e mandat parce que dans notre pays, chacun le sait, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de réformes sont indispensables pour notre pays, des réformes qui n'ont pas été faites, notamment entre 2012 et 2017. Et je voudrais tout de même rappeler le bilan catastrophique du quinquennat socialiste qui s'achève. C'est 1 million de chômeurs de plus, c'est 80 milliards d'impôts en plus, et c'est 600 millions de dettes en plus. Alors c'est certes le bilan de M. Hollande, mais c'est un bilan qui est co-signé par M. Macron. Il ne faut pas l'oublier, puisque M. Macron a une certaine tendance à vouloir faire croire qu'il est neuf, qu'il arrive. Il a été associé au pouvoir pendant 5 années. Chacun peut constater le bilan qui a été le sien. Pour le reste, puisque la première question est une question de présentation, je voudrais également dire qui je suis. J'ai 60 ans, je suis père de 2 enfants, père de 2 petits-enfants, et je suis ancré sur ce territoire. Je voudrais également indiquer que mes valeurs politiques sont les valeurs républicaines de la droite et du centre. Les valeurs républicaines de la droite et du centre, c'est une conciliation, c'est un mélange entre la liberté de l'individu d'une part et l'autorité de l'État d'autre part, notamment pour assurer la sécurité. J'espère qu'on reviendra tout à l'heure sur cet aspect de sécurité qui est un sujet très important. Et puis j'ai des valeurs plus personnelles, qui sont la conviction et la fidélité. En cela, je le dis sans animosité, je me distingue assez nettement de M. Sor, qui est plutôt, lui, l'homme des sincérités successives. Je vais donner 2 ou 3 exemples. M. Sor, il y a quelques mois, m'avait sollicité pour être mon suppléant. Ensuite, il m'avait envoyé des messages pour me dire qu'il avait été contacté par M. Collardeau, qui à un temps revendiquait lui aussi l'étiquette En Marche, et pour me dire que, bien entendu, il ne le soutiendrait pas, il s'opposerait à lui et qu'il me soutiendrait. Et puis, M. Sor m'a adressé une carte de vœux au tout début de l'année, parce que les vœux, c'est tout au début de l'année, m'assurant de tout son soutien pour les élections législatives, et une dizaine de jours après, il annonçait sa candidature. Je sais également qu'à la fin du mois de mars, il avait indiqué devant son conseil municipal qu'il ne soutiendrait aucun candidat à l'élection présidentielle. Une dizaine de jours après, il a soutenu M. Macron. Alors, chacun vit comme il l'entend, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je voudrais marquer une nette différence entre nous. Moi, je ne procède pas comme ça. Moi, je suis dans la conviction et dans la fidélité. Je ne change pas de cap, je garde le cap. Et puis, sur la circonscription, je disais tout à l'heure que j'ai un ancrage très fort. J'ai beaucoup travaillé sur l'ensemble de la circonscription. Il n'y a pas une commune que je ne connaisse pas. Il n'y a pas un élu que je ne connaisse pas, ou en tout cas un maire que je ne connaisse pas. J'ai reçu dans ma permanence des milliers de personnes pour écouter leurs problèmes, pour écouter leurs difficultés, la proximité. Moi, je sais ce que c'est. Ce n'est pas un mot simplement pour moi, c'est une réalité de chaque jour, la proximité. Alors on va donner peut-être la parole à Bertrand Sor pour répondre sur ce que vous disiez, hein, sur son côté peut-être girouette dans ses engagements politiques. Bertrand Sor. On répond très rapidement. Je crois qu'on vient d'entendre exactement ce que les Français n'ont plus envie d'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de stigmatiser des personnes, d'essayer de faire croire que
un tel avait sollicité une investiture Non, ou je avait... ne fais pas croire, si monsieur c'est Sor. possible, monsieur Vette, de Non, s'exprimer. je ne fais pas croire, m'arrangera. monsieur Sor. J'en apporte la preuve. Vous m'avez envoyé. J'ai peut-être eu tort, monsieur Vette, de vous envoyer les vœux. Je le fais avec tous les maires et tous les députés Envoyer des parlementaires vœux, avec lesquels je envoyer travaille. des vœux ne pose aucun problème. Si vous voulez que l'on refasse un historique, vous m'avez ce sollicité que il y a vous avez 5 ans pour être votre assistant parlementaire. Pas du tout. Vous m'avez- Pas du tout. Écoutez, chacun va croire qu'il a envie de croire. Pour Pas du autant, tout, monsieur n'essayez pas de dénigrer les... Ça, c'est les- un véritable les personnes. mensonge. Alors, Je Bertrand crois Sor, que vous en êtes poursuivez. assez habitué également. Poursuivez, Bertrand Sor. Donc, simplement pour dire qu'à aucun moment je n'ai sollicité M. Vette pour être son assistant parlementaire ou pour être son... Voilà. Je l'ai effectivement encouragé dans son travail parce que j'ai travaillé en tant que maire avec M. Vette. Évidemment, je suis maire. Donc un maire se doit de travailler avec les parlementaires de son territoire. Voilà, c'est effectivement les rapports cordiaux de travail que nous avons eus ensemble. Mais je ne pense pas que le débat que nous avons à avoir aujourd'hui Non, on va le- doive porter sur ce type de... On va passer rapidement Voilà. à autre chose, mais je pense que voilà, il y a aussi la liberté de parole, donc gagnez Tout à fait. Je maintiens bien entendu point pour point ce que j'ai dit. Je ne le dirai qu'une fois. Je souhaitais le dire tout de même pour bien marquer la différence de personnalité entre M. Sor et moi. Voilà, je poursuis et j'ai les preuves évidemment. Les preuves Vous les montrerez tout à l'heure, parce que monsieur. bien sûr, je les montrerai à l'ensemble de la salle s'il le faut. Mais je voudrais poursuivre sur ma présentation. J'ai beaucoup travaillé et je continue à travailler beaucoup. Aussi bien à l'Assemblée nationale, je voudrais rappeler d'ailleurs qu'il y a eu un classement qui a été fait par un organe indépendant, un journal qui s'appelle le journal Capital, qui m'a classé parmi dans le premier quart des députés les plus actifs à l'Assemblée nationale entre 2012 et 2017, en termes de présence dans l'hémicycle, en termes de présence dans les commissions, en termes de travail législatif global. Et j'étais en même temps très présent sur le terrain, je l'ai indiqué tout à l'heure, auprès des maires, auprès de la population, dans les permanences. Voilà, je suis un élu qui sait ce que c'est la proximité, qui sait ce que c'est que le travail, la disponibilité et l'engagement. Voilà comment je peux résumer le portrait que je souhaite faire. Une dernière chose, Bertrand Sor Ganivette nous a affirmé qu'il était de la droite et du centre. Vous-même, vous vous positionnez comment sur l'échiquier politique? Plutôt centre-droit, plutôt centre-gauche, plutôt complètement à gauche, plutôt complètement à droite? Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, M. Frémy. Oui, ben, Je suis un centriste, je suis surtout un élu à la disposition de ses concitoyens et qui souhaite travailler pour le bien commun. Je crois qu'aujourd'hui, la France n'a plus besoin que l'on range des gens dans des cases à droite ou à gauche. On a surtout besoin de rassembler les Français et de porter des projets qui soient favorables au plus grand nombre. Et c'est là le sens de mon engagement. Ganivette. On peut effectivement, ça c'est un point que j'ai en commun avec M. Sor, on peut effectivement souhaiter une certaine modification des choses et que chacun ne reste pas figé sur des positions idéologiques ou sur des positions partisanes. Ça n'empêche pas pour autant la clarté, ça n'empêche pas les points de repère. Et puis, puisque vous évoquiez vous-même l'entretien que vous aviez eu avec le journaliste qui anime notre débat, j'ai regardé, c'était au mois de février, vous indiquiez, peut-être allez-vous dire non, mais enfin là c'est facile à vérifier, que vous hésitiez entre l'UDI et le mouvement de M. Macron, ce qui en dit long sur votre personnalité, M. Sor. Vous êtes vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, l'homme des sincérités successives. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose, parce qu'effectivement, les Françaises et les Français ne souhaitent plus ces clivages entre la droite et la gauche, mais ils souhaitent aussi une crédibilité de la parole publique. Ils souhaitent aussi que les élus soient clairs, qu'ils tiennent un cap. Et vous, très franchement, ça n'est pas votre cas. Alors Bertrand Sor, vous répondez rapidement, ensuite on marquera une pause et on commencera à parler. Oui, je pense que l'assistance appréciera finalement cette faculté à amener à chaque fois le débat sur du dénigrement personnel. Je crois que ma droiture et ma façon de travailler, elle est appréciée dans la commune dans laquelle je suis maire. Je crois que je ne souhaite pas, en tout cas aujourd'hui, rentrer dans ce type de critique personnelle, individuelle. Il y en aurait long à dire sur l'un comme sur l'autre. Pour revenir, attendez, si vous permettez qu'on puisse... Est-ce que c'est possible de s'exprimer ou oui, M. Vette coupe la parole systématiquement? M. Frémy nous a dit tout à l'heure, à tous les deux, à vous, M. Sor, et à moi, qu'on pouvait s'interpeller. Ah, je vois que vous en faites parfait usage, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez le faire, je vous écoute. Permettez-moi au moins de m'exprimer, M. Vette. Ce sera certainement un débat d'un autre niveau. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a aucun dénigrement. Je rappelle des faits, simplement. Oui, je vous entends. Monsieur Frémy, est-ce que je peux avoir la parole un petit moment? Dénigrer les gens. C'est possible. Voilà. Je voudrais revenir sur l'émission, effectivement, puisque M. Hetch tente, comme d'habitude, de me ranger dans une case.
c'est vous qui m'aviez posé la parole, et qui m'avez posé la question, pardon, et qui m'aviez dit, est-ce qu'on vous range au sein de l'UDI ou sur le parti de M. Macron? Et je vous avais dit que j'étais un centriste, et qu'effectivement, mon positionnement politique aujourd'hui n'était pas nécessaire, que j'étais dans une démarche effectivement d'engagement d'élus de proximité. Voilà, pour resituer les réalités. On marque une pause dans ce débat d'entre-deux tours en direct d'Avranches sur CFM. Juste après, je vous demanderai quel député vous serez dans la majorité Macron, quelles seront vos attitudes par rapport aux lois qui arriveront sur vos pupitres de parlementaires, notamment la loi travail, notamment la loi antiterroriste, notamment la question de l'exonération de la taxe d'habitation. À tout de suite. Tu pourras rattraper le différentiel. Oui. Sinon je serais perdu. Un peu ça. On en est où au niveau temps 6,17 et 6,20. Les deux. Hein? Ouais, tu veux. CFM en direct d'Avranches jusqu'à 13h pour le débat du second tour de cette élection législative entre Bertrand Sort et Yann Aluette.
Deuxième thème de ce débat, le député face ou dans la majorité Macron. Guénièluette, voterez-vous contre les lois présentées par les gouvernements de la majorité Macron, premièrement, ou bien serez-vous un député participatif par moment? Et puis, autre question qui va peut-être avec, quel intérêt d'avoir, pour la circonscription, d'avoir un député dans l'opposition? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je revendique pleinement mon appartenance à la droite républicaine et mon attachement aux valeurs de la droite républicaine. Ceci étant, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, ce qui me permet de me prononcer en fonction de ce que je considère être l'intérêt général de notre pays. Et je l'ai fait déjà. Je l'ai fait déjà entre 2007 et 2012. Il y avait eu, en 2009 exactement, un projet de loi porté par le gouvernement que je soutenais et qui concernait la généralisation du travail le dimanche. Pour des raisons que je ne vais pas exposer ici, ce serait trop long, et ce n'est pas le sujet, je suis contre la généralisation du travail le dimanche. Et j'ai fait partie des 8 députés UMP à l'époque qui ont voté contre le texte. Et je m'en honore. J'ai eu des coups de fil, des cabinets ministériels, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé parce que j'avais cette conviction et cette fidélité que je rappelais tout à l'heure, qui consiste à dire ce que l'on fait, à faire ce que l'on dit. Voilà. Donc j'ai déjà fait ça. Donc demain, puisque c'est votre question, avec M. Macron, président de la République, dont je rappelle au passage que je ne conteste en rien la légitimité, il a été démocratiquement élu, c'est lui qui va présider aux destinées de la France pendant 5 ans, et bien j'aurai le même état d'esprit. Un esprit d'ouverture, certainement pas d'obstruction systématique, certainement pas d'opposition systématique. Il y a un certain nombre de sujets que je peux sans problème voter sur la proposition du président de la République et de son gouvernement. Par contre, il y aura des textes, j'en cite un par exemple, deux même. L'augmentation de 25% de la CSG, ça c'est non. Et la suppression de la taxe d'habitation telle qu'elle est prévue actuellement, c'est non aussi, parce que c'est une mesure démagogique qui va poser beaucoup de problèmes aux collectivités locales et qui nécessitera une compensation financière dont pour l'instant on n'a absolument pas entendu parler. Donc pour résumer, situation de vigilance, mais certainement pas d'obstruction systématique au président de la République et à son gouvernement. Bertrand Sor, vous avez signé un engagement, vous êtes tenu ou vous aurez aussi une certaine liberté? Je garderai une liberté comme je l'ai toujours fait dans mon engagement politique. Effectivement, j'ai signé un contrat avec la nation, c'est le thème qui est utilisé dans la République en marche. Je conçois mon travail au sein de l'Assemblée nationale en tant que député, comme effectivement un député de la majorité. Et j'attire l'attention effectivement de nos électeurs. Il est certainement préférable pour notre territoire d'avoir un député de la majorité présidentielle plutôt qu'un député de l'opposition qui certes va essayer de vous convaincre qu'il sera à l'écoute des propositions qui sont faites, mais qui pour autant porte un programme aujourd'hui qui est totalement différent de celui de M. Macron. Donc ne nous fourvoyons pas sur les réalités et les engagements de chacun. Les convictions portées par Emmanuel Macron sont totalement différentes de celles portées par M. Huette, représentant effectivement du programme de M. Fillon. C'est vrai qu'il y a des différences. D'énormes différences, M. Huette, on est bien d'accord. On les évoquera tout à l'heure. Des différences. Donc, si je peux poursuivre, je vous remercie, M. Frémy. Voilà, donc je serai effectivement un député qui travaillera au sein des commissions. Parce que la loi, quand elle arrive à l'Assemblée nationale, elle ne sort pas d'un chapeau, elle est travaillée en commission, et c'est bien dans ces commissions que l'on doit exercer son regard, que l'on doit affirmer ses différences, pour faire en sorte que cette loi, une fois qu'elle arrive au vote de l'Assemblée nationale, corresponde à l'attente de nos concitoyens. C'est bien le sens d'une loi. On a effectivement le constat d'un certain nombre de lois qui ont été prises par M. Huette, bien sûr, puisqu'il était parlementaire, des lois qui ont été votées, qui aujourd'hui, quand elles arrivent sur le terrain, ne correspondent pas à l'attente de nos concitoyens, voire pire encore, sont pénalisantes par nos concitoyens. Donc gardons cette proximité, travaillons en commission, et même si j'appartiens à cette majorité présidentielle, je garderai ma liberté de vote et mes convictions. Ça veut dire que vous pourrez ne pas voter certaines lois? Je pourrais ne pas voter certaines lois, évidemment. Guénièluette. Alors, je vais rejoindre M. Sor sur ce qu'il vient de dire il y a 30 secondes. Il y a effectivement des lois qui ne tiennent pas compte de la réalité du quotidien des Françaises et des Français. Et j'en cite une, la loi Macron. La loi Macron qui était un vaste fourre-tout de 400 articles et qui concernait, je ne vais prendre qu'un seul exemple, les professions juridiques.
voilà, une loi qui avait été faite pour régir les notaires, les avocats, les huissiers de justice. Ces professionnels ont fait valoir leur point de vue, on ne les a pas écoutés du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans la circonscription? Eh bien, je les ai rencontrés. J'ai fait 3 réunions avec les notaires, avec les avocats, avec les huissiers de justice, pour prendre précisément leur point de vue. Moi, je suis en phase avec la réalité des choses, avec la réalité des gens, avec la proximité. Et j'ai déposé des amendements, aussi bien en commission que dans l'hémicycle, pour essayer de nuancer la loi. Bien entendu, tous nos amendements ont été rejetés d'un revers de la main par M. Macron, ce qui n'est pas forcément bon signe. Vous voyez, et puis il faudrait dire à M. Sor qu'il ne connaît pas bien la procédure parlementaire, parce qu'il y a effectivement un travail important qui se fait dans les commissions, mais on recommence le même travail dans l'hémicycle, parce que les amendements sont déposés en commission, sont votés en commission, et on a la possibilité de recommencer dans l'hémicycle. Vous permettrez, M. Veit, de ne pas être un habitué de la politique, effectivement, depuis aussi longtemps que vous. Ce n'est pas la politique, monsieur Sor, c'est simplement la procédure. Voilà, je vous l'indique, je la rappelle. Le processus d'élaboration de la loi, d'écriture de la loi, est un processus long, qui est compliqué, qui nécessite une certaine expérience. Et en tout cas, moi, j'ai toujours travaillé sur les textes en prenant contact avec les personnes intéressées. J'ai cité cet exemple des professions juridiques, mais je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Alors, on va travailler de la même façon. On va passer la parole à Bertrand Sor, qui est un petit peu en retard sur le temps de parole. L'un des premiers sujets sur lesquels vous aurez à travailler, c'est la nouvelle loi travail. On est en phase de concertation de cette nouvelle loi. Plusieurs choses sont sur la table, rien n'est encore figé ni arrêté. Mais il y a notamment cette révolution qui veut donner la primauté aux accords d'entreprise entre patrons et salariés sur le code du travail. C'est-à-dire que la durée du travail, les indemnités de licenciement et même peut-être les causes de licenciement, le Premier ministre ne l'a pas écarté cette semaine, pourraient être choisies par l'entreprise entre patrons et salariés autour de la table. Ça fait débat, ce sujet-là. Question simple, est-ce que vous adhérez à la philosophie de cette loi et à ces premières mesures qui sont avancées? Tout à fait. Moi, je vais partir sur des cas très concrets. Dans le cadre de cette campagne, et bien avant, dans ma fonction de maire, je rencontre très fréquemment des chefs d'entreprise. Et quand on est au sein d'une entreprise, on rencontre également des salariés. Aujourd'hui, notre économie, elle est au ralenti, elle ne fonctionne pas. On a besoin de libérer des énergies, libérer des initiatives, on a besoin de générer de la croissance, on a besoin de lever les freins à l'investissement, et tout ça pour lutter contre le chômage. Et le constat quotidien que je peux avoir dans ces entreprises, c'est quoi? C'est d'abord, libérez-nous de la charge administrative, de cette surcharge administrative qui empêche nos entreprises de fonctionner. Et la deuxième chose, donnez-nous de la flexibilité dans le travail. C'est-à-dire, permettons, soit par des accords de branche, soit par des accords d'entreprise très locales, de travailler plus que les 35 heures. Monsieur Macron est très clair, attention, je fixe le cadre. Les 35 heures restent la durée légale du travail. On n'y touche pas. Par contre, si au sein d'une entreprise, on est capable, entre salariés et patronat, de se mettre d'accord sur une flexibilité du temps de travail, on pourra honorer des carnets de commandes qui, sur notre territoire aujourd'hui, sont pleins. On ne peut pas répondre, à cause de ces 35 heures, à l'offre qui est faite. Et si ça, ce n'est pas pénaliser le travail et pénaliser une croissance, eh bien effectivement, il faut que l'on puisse travailler différemment en France. Je voudrais saluer la méthode de M. Macron, parce que certains opposent la possibilité de prendre des ordonnances. Les ordonnances, c'est pas nouveau. Les ordonnances étaient déjà utilisées sous forme de décrets-lois sous la 3e et la 4e République. Donc c'est pas une nouveauté. M. Juppé, en 1996, a utilisé les ordonnances de façon importante, notamment sur le thème de la sécurité sociale. Donc ces ordonnances, elles sont très cadrées. Elles permettent d'avancer. Mais je voudrais saluer la méthode de M. Macron, qui consiste systématiquement, et quels que soient les domaines, à mettre autour d'une table les différentes personnes concernées. Donc là, on a de prévu de valider dans les 2 mois qui viennent 48 réunions avec les différentes organisations syndicales, les différentes organisations patronales, pour bâtir ensemble, pour construire ensemble. Et je peux vous dire que les premiers échos sont des échos très favorables. On doit aujourd'hui, encore une fois, libérer le travail, permettre à ce que nos entreprises puissent travailler durablement pour répondre à la commande qui leur est passée. Et bien évidemment, derrière, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Si on libère ce travail, on permettra de générer du pouvoir d'achat pour nos salariés et on permettra, à terme, de créer de l'emploi. La mécanique attend juste à se mettre en route, à condition que l'on en donne les possibilités. Yann Aluette, vous vous reconnaissez dans cette envie de flexibilité dans le monde du travail? Alors, je voudrais d'abord dire que la discussion avec les partenaires sociaux, avec les représentants des employeurs et les représentants des salariés, ce n'est pas du tout la méthode de M. Macron, c'est la loi.
C'est la loi qui impose au gouvernement d'engager des négociations avec les partenaires sociaux avant de voter une loi qui les concerne. Donc, M. Macron n'a pas le choix, il n'invente rien, c'est la loi. Il est obligé de le faire. Ce n'est pas lui qui est l'inventeur de cette méthode, c'est pas parce qu'il veut négocier, il doit négocier parce que la loi l'indique. En ce qui concerne le fond du sujet, on a un code du travail en France qui normalement doit protéger les salariés. Or, le code du travail est devenu tellement rigide, ça peut sembler un peu paradoxal, mais au final, le code du travail ne protège pas tant que ça les salariés. Et au contraire, il est souvent un facteur de blocage. Il faut donc fluidifier le droit du travail. Ça passe effectivement, je suis plutôt d'accord là-dessus, par la négociation collective entre les employeurs et les salariés, que ce soit au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise. Mais il y a quand même, dans le projet de loi tel qu'il a été annoncé, on n'en sait pas encore trop, mais on sait quand même quelques éléments. Il y a des éléments qui pourraient tendre à une certaine précarité de l'emploi. En tout cas, c'est une loi importante. Il faut effectivement qu'il y ait plus de fluidité dans le code du travail. Je ne suis pas favorable à ce que ça se fasse par voie d'ordonnance, parce que c'est un texte qui est trop important et qui nécessite un débat parlementaire. On peut prendre 3 semaines ou un mois, ça ne pose aucune difficulté. Pendant 3 semaines ou un mois, on peut débattre à l'Assemblée nationale, et comme ça, les garanties des salariés et les garanties de tous seront respectées. Enfin, dernier point. La loi est importante, mais ce qui compte le plus en matière de marché de l'emploi, en matière de lutte contre le chômage, c'est les charges financières qui pèsent sur les entreprises. Il faut encore une fois fluidifier le code du travail, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut libérer les entreprises des contraintes financières, des charges financières qui pèsent sur elles. Nous, on a pris cet engagement. On prend cet engagement. Je constate que M. Macron, lui, augmente la CSG de 21 milliards d'euros. 21 milliards d'euros, c'est un choc fiscal très important. Et on peut faire des lois qui fluidifient le code du travail. Si on continue à taxer toujours plus les entreprises, alors, on ne créera pas d'emploi. On va laisser Bertrand s'en répondre, et puis on passera à un autre sujet ensuite. Tu as fait évoquer la CSG, puisque je sais que c'est un argument fort utilisé par M. Huette pour faire peur, je dirais. Voilà. La oui, CSG, je préfère dire qu'il n'est pas dans votre programme. Il n'est pas dans votre programme. Est-ce qu'on peut, M. Huette, s'exprimer? Voilà, vous nous expliquerez comment vous financez les 10% de baisse d'impôt sur le revenu. Je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, vous avez un programme qui a été écrit sur le coin d'une table. Je vais vous l'expliquer sans problème. Je vous remercie. Voilà, donc pour revenir sur la CSG, effectivement, la CSG, elle fait partie d'une réflexion globale sur la capacité que l'on doit avoir à redonner du pouvoir d'achat à nos habitants. L'augmentation de la CSG, déjà, elle ne s'applique pas à tous les habitants, contrairement à ce qu'on peut vous dire parfois sur les marchés. La CSG, elle s'appliquera à des gens qui ont des revenus qui sont supérieurs à 1 200 €, quand on est seul, et à un couple qui a 1 850 €. Allez-y, allez-y, le public manifeste, mais il ne couvre pas votre voix, donc vous pouvez continuer votre propos. Donc il faut aussi mettre en parallèle les mesures concernant la taxe d'habitation qu'on évoquait tout à l'heure, qui viendront en compensation de cette augmentation de la CSG. La taxe d'habitation, elle est prévue effectivement à être exonérée pour 80% des Français. 80% des Français, ça veut dire effectivement redonner du pouvoir d'achat en parallèle de cette augmentation de la CSG. Vous savez, les calculs sont assez faciles à faire. J'ai rencontré l'autre jour sur le marché à Ducé un monsieur qui avait 1 350 € de retraite. Voilà, il était seul. 1 350 €, et il payait 670 € de taxe d'habitation, ce qui est à peu près la norme. Ce monsieur a fait son calcul, et je l'ai fait avec lui. L'augmentation de la CSG, c'est 300 € de plus pour lui sur l'année. En parallèle, il ne payera plus ces 670 € de taxe d'habitation. Donc vous faites le calcul, il retrouvera un pouvoir d'achat supplémentaire de 370 €. Et si l'on veut aussi ajouter du pouvoir d'achat, ayez à l'esprit ce remboursement qui va se mettre en place progressivement de 100% des frais de lunettes, d'appareils auditifs ou d'appareils dentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces mesures qui sont globalisées, on redonne du pouvoir d'achat aux habitants. Et puis je vais vous parler aussi des retraités qui effectivement sont inquiets, et légitimement inquiets, puisque leur pouvoir d'achat a plutôt été impacté par le gouvernement durant les 5 dernières années. Qu'est-ce que vous disent en majorité ces salariés? Par M. Macron. Qu'est-ce que nous disent ces retraités? Ils nous disent qu'en fait, cette notion de solidarité à travers la CSG, eh bien finalement, ils ne sont pas forcément mécontents de l'assumer, parce qu'ils savent aussi que c'est au profit de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Cette CSG, effectivement, elle est là aussi pour permettre de diminuer les charges salariales pour les gens qui travaillent. Il faut aussi avoir toutes ces idées-là en tête. Et je crois que
quand on présente une augmentation de la CSG de 25%, il faut aussi être capable de donner tous les arguments qui vont avec. Gagnel, je vous donne 30 secondes. Oui, alors je suis surpris et sidéré d'entendre M. Sor nous dire qu'à partir de 1 200 € qu'on est riche et qu'on va pouvoir être taxé Je n'ai absolument pas dit ça, monsieur N. C'est votre analyse, voilà. Ça revient à ça, vous déformez mes propos. Puisque vous avez dit... Absolument pas, monsieur N. Vous déformez les propos, tout le monde ne sera comme pas, bien souvent. Tout le monde ne sera pas touché, mais seulement à partir de 1 200 €. Je ne pense pas qu'il soit très facile de vivre avec 1 200 €, donc que chacun retienne bien. Il y aura bien une ponction fiscale supplémentaire à partir de 1 200 € et ça va représenter sur l'ensemble de la France 21 milliards d'euros. C'est un choc fiscal très important. On marque une pause sur CFM. Le monsieur qui insulte derrière, là, on va s'expliquer tout à l'heure. Moi, je ne suis pas dans l'insulte, monsieur. Je ne connais pas ce système. Cette façon de faire de la politique, je ne la connais pas. Les charlots, vous les gardez pour vous, s'il vous plaît. Bravo, merci. Ça va. On s'en souviendra. Oui, oui. Un peu de respect pour les personnes qui... Oui, ben, voilà. C'est plus bon, mais enfin, la maison de retraite, je vous remercie quand même, parce qu'on a travaillé aussi. Voilà, commencez par travailler. Reprenez chacun chez vous. Oui, voilà. On pourra débattre calmement. D'accord. Apprenez à compter, et après on pourra discuter. On est long pour des abrutis. C'est la question des générations. Arrête de te prendre au sérieux. Arrogant. La preuve, c'est que nous, on reste calme. On reste calme. Et on ne peut pas la CSG. Alors moi j'ai 420, j'en prends et je paye la CSG comme le monde, non. C'est 400 € à réunir les Français. Moi j'ai 406 €, vous avez combien? Moi j'ai travaillé toute ma vie, les 406 €, qu'est-ce que vous comptez faire? Non, on devrait m'augmenter par j'ai travaillé. Ça passe. Et à 1100, on va bien faire. Pardon. On n'a même pas le droit à la retraite. Moi j'ai mis. Les gens peuvent participer car ils ont un certain âge. Quand on va des gens jurés, il y a des gens comme moi pour 30 ans, avec et tous les gens qui sont commerçants qui sont divorcés, comme moi c'est bizarre, on n'a rien. Les femmes d'artisans, commerçants, de paysans qui ne sont pas dans le sac, on parle des et on va payer la là-dessus. Allez, je vais en partir. Un peu de silence, on va reprendre. Allez. Qui sera député d'Avranches, Grandville, Saint-Hilaire-de-Marquet, Mortain, dimanche prochain? Bertrand Sor avec 23 000 voix à l'issue du premier tour, ou Guénaluette, 14 000 voix à l'issue du premier tour. Réponse dimanche soir aux alentours de 20h. On va parler justement maintenant du député face à la circonscription. Les dossiers de la circonscription du Sud-Manche, de Grandville à Mortain en passant par Avranches et Saint-Hilaire.
Mais écoutez, je vais vous laisser la main sur ces sujets pour développer voilà, les idées, les dossiers, les bilans, les projets que vous souhaitez. Ganeliette, on va commencer avec vous. Il y a plusieurs dossiers locaux qui sont importants, et je voudrais rappeler d'ailleurs qu'un parlementaire, c'est un élu national, on a évoqué un certain nombre de sujets législatifs, mais c'est aussi un élu qui est ancré sur le territoire et qui doit s'occuper, qui doit traiter les dossiers locaux. Alors je vais en citer 4. C'est pas exhaustif. Je commence par l'agriculture, qui est une véritable nécessité. On ne peut pas faire une politique de la ruralité sans s'occuper des agriculteurs. Les agriculteurs sont dans une situation difficile, il y a une véritable crise, il y a des moyens de résoudre cette crise, il y a la possibilité de donner aux agriculteurs ce qu'ils demandent, c'est-à-dire des prix justes et rémunérateurs pour toutes les productions. Et encore une fois, l'agriculture, c'est le pilier de la ruralité. Un agriculteur, c'est 7 emplois, et à chaque fois qu'il y a un agriculteur qui s'en va, une exploitation qui ferme, c'est bien entendu la ruralité qui souffre. Le second sujet, c'est la présence hospitalière et médicale. Je voudrais rappeler d'ailleurs que j'ai été le seul élu de la région à défendre l'équilibre entre les 2 sites hospitaliers d'Avranches et de Granville. Certains souhaitaient supprimer l'un des 2 sites, et ce que je dis là peut être vérifié sans aucune difficulté dans la presse de l'époque. Moi, je me suis toujours battu pour qu'il y ait 2 sites, un sur Avranches, un sur Granville, et qu'il y ait au maximum un équilibre entre le site d'Avranches et le site de Granville. Et il y a la présence médicale au sens le plus large du terme, c'est-à-dire les médecins libéraux, les médecins de ville, les médecins de famille, qu'il faut aider à s'installer ou à se réinstaller dans les zones rurales, parce que c'est important que chacun de nos concitoyens ait un accès aussi bon que possible et aussi rapide que possible à la santé. Le troisième sujet, ce sont les services publics en milieu rural. Alors là, je vais citer quelques exemples, les écoles notamment. Moi, j'ai défendu un certain nombre d'écoles, je pense à Savigny-Vieux, je pense à Saint-Pierre-Langer, Saint-Aubin-des-Préaux, je pense à Julouville, tout à fait dernièrement, je pense à Granville également, à l'école d'Anos. Je suis intervenu à de nombreuses reprises et j'ai souvent réussi, pas seul, mais j'ai souvent réussi à obtenir le maintien des écoles. Et puis, il y a un dernier dossier qui est important pour moi, c'est celui des barrages de Vezins et de la Roche-Piquois. Je le cite parce que, d'abord sur le fond, il n'y a aucune raison de supprimer les barrages de Vezins et de la Roche-Piquois. Il y a au contraire plein de raisons de les garder. L'énergie renouvelable, l'économie qui s'est créée au fil des années autour des lacs, une réserve d'eau importante de 20 millions de mètres cubes qui nous sera bien utile si on a une période de sécheresse. Donc il faut absolument garder les barrages de Vezins et de la Roche-Piquois. Je suis aussi le seul élu à s'en occuper véritablement. Et je voudrais indiquer que sur ces barrages, au-delà des raisons de fond que je viens de présenter, c'est un dossier qui est emblématique pour moi de la conviction et de la fidélité auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Il faut s'engager, prendre une décision, garder le cap et ne pas changer en cours de route, parce que c'est précisément ce que les Français ne veulent plus. Ils ne veulent plus d'élus qui changent comme ça, tous les deux ou 3 mois et qui ont, ce que j'indiquais tout à l'heure, des sincérités successives. Bertrand Sort, les dossiers du Soumanche que vous souhaitez défendre et travailler. Effectivement, un certain nombre de dossiers majeurs, et je partagerai au moins le point de vue de M. Vette sur l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs qui vivent une situation catastrophique, qui ont des revenus entre 400 et 500 euros par mois, qui pourtant ont une agriculture d'excellence, mais à cause de l'organisation qu'ils subissent, ils ne tirent pas le juste profit, le juste salaire de leur travail, pourtant assidu, 70 heures par semaine, je vous laisse juger. Il y a un véritable signal d'alarme qui est tiré, et il va falloir très rapidement qu'au sein du gouvernement, il y ait, autour d'une table encore, toujours la même méthode, les producteurs, les professions intermédiaires, les transformateurs, et la distribution pour tirer un profit normal, je dirais, du travail des agriculteurs. Je voudrais y associer la pêche, parce qu'effectivement, les pêcheurs que je rencontre assez fréquemment, et qui déplorent souvent de ne pas rencontrer M. Vette, ont également aujourd'hui une crainte. Je les ai rencontrés récemment, M. Sort, vous êtes mal informé. Franchement mal informé. Laissez-moi terminer, je vous oui, remercie, mais, M. Vette. Je poursuis. Donc aujourd'hui, nos pêcheurs ont une crainte. Parce que la qualité du débat, il perd. Je vais vous laisser la primauté du mensonge, je pense que vous le maîtrisez parfaitement bien. Et vous bien. préférez souvent des mensonges, M. Sort. Oui, M. Vette. Bien, je continue sur nos pêcheurs, si vous l'avouez, permettez, M. Vette. Voilà. Je continue sur nos pêcheurs aujourd'hui qui tirent un vrai signal d'alarme également, une vraie inquiétude
liées au Brexit. Aujourd'hui, ils ont des zones de pêche qui sont des zones anglaises et qui risquent de disparaître si les accords que la France a capacité à mettre en place ne sont pas maintenus. Voilà, deux sujets majeurs. Le soutien à la ruralité, et vous n'avez pas ignoré le choix que j'ai eu de choisir Madame Fiatre comme suppléante. C'était effectivement une élue de proximité, une élue de la ruralité qui connaît parfaitement les caractéristiques et les attentes de la ruralité. Et Madame aujourd'hui, Bonoris également, qui est le maire d'une commune littorale et rurale. C'est votre suppléante. Voilà. Donc si je peux poursuivre, je vous remercie Monsieur Vette. Donc effectivement, ce soutien à la ruralité, il passe par un aménagement cohérent du territoire. Il passe par des services publics, il passe par une organisation de la santé, il passe par un développement du numérique, et c'est un engagement fort du président Macron. Il passe également par un travail sur les réseaux de téléphonie mobile. Voilà, il faut penser la ruralité dans sa globalité, et je pense qu'avec Madame Fiat, nous avons cette vision partagée. Ensuite, le développement économique du territoire. Là aussi, nous avons des entreprises d'excellence. Je pense à l'ACOM, qui a un projet de déploiement, un projet d'investissement. Il faudra aussi accompagner cette entreprise. Et, comme l'a évoqué Guénaël Huette tout à l'heure, l'organisation de la santé sur notre territoire. Pour une question d'équité, il va falloir travailler sur une complémentarité entre la médecine hospitalière et la médecine de ville. Il va falloir aussi organiser notre offre hospitalière pour pérenniser les services d'urgence qui existent, et je me battrai pour que le service d'urgence de Saint-Hilaire demeure. C'est là aussi un enjeu majeur. Concernant les barrages, bien évidemment, c'est un travail de député. Je suis moi aussi dans la conviction que ces barrages doivent demeurer. Il faudra une extrême vigilance lors de la vidange pour vérifier la solidité de ces barrages, leur pérennité, mais je partage pleinement leur intérêt pour le côté patrimonial, on y est attaché. Je partage leur intérêt sur cette réserve d'eau, ces 20 millions de mètres cubes disponibles, et je partage cet intérêt sur une énergie renouvelable avec des projets qui doivent effectivement se mettre en place, notamment la production d'énergie par hydrolyse. Sauf, Monsieur Sor, que sur ce dossier des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit, vous vous rangez de manière très récente à ce combat pour leur maintien. Vous auriez pu, il y a quelques années, intervenir, participer. Dites-moi dans quel contexte. Vous n'avez absolument rien fait sur les barrages de Vezins. Le maire de Saint-Père doit intervenir sur les barrages de Vezins. Expliquez-moi, monsieur. J'ai déjà connu ça. Je vais vous expliquer, monsieur Sor. Parce que j'ai déjà connu ça à l'élection législative de 2012, où tous les candidats autour de la table disaient qu'ils étaient pour le maintien des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit. On les avait jamais vus avant, on les a jamais vus après. En 2012, monsieur Huette, j'étais adjoint au maire de Saint-Père. En quoi avais-je à intervenir sur les barrages de Vezins? Expliquez-moi. Parce que c'est l'intérêt général de notre région. Et vous auriez très bien pu intervenir, même si vous n'étiez pas concerné directement. Et puis un dernier élément, je ne vois pas comment vous allez pouvoir défendre efficacement les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit, alors que vous êtes soutenu par quelques élus qui veulent l'arasement des barrages. Voilà, je suis soutenu par des élus qui veulent l'arasement des barrages. Il y a un vrai sujet, il y a une vraie contradiction. Je n'ai pas eu besoin, monsieur Huette, de faire un comité de soutien. Je ne suis pas dans ces pratiques. En tout cas, si vous avez fait un comité de soutien. Et monsieur Sor, en tout cas, vous ne pourrez pas retirer une chose, ou me retirer une chose, c'est que je suis le seul élu qui est vraiment porté un combat pour garder les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit, et je continuerai bien entendu ce combat. François. Vous aurez noté qu'à aucun moment je n'ai remis en cause le travail de M. Huette sur les barrages de Vezins, où effectivement il s'est très impliqué. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que si demain je suis député, effectivement j'aurai une implication sur ces dossiers-là, qui font partie des dossiers majeurs sur ce territoire. Et vous auriez pu le faire avant. On va marquer une courte pause sur CFM, et ce sera le moment de vos conclusions de ce débat entre Bertrand Sor et Guénaël Huette, puis de là aussi pour écouter du segment. À tout de suite. Oui, 2 minutes chacun.
On a le concurrence étrangère, c'est énorme, et qu'on les sait. Non, vous savez, les élèves tomates actuellement, vous avez vu les reportages des tomates qui viennent de Chine, en Italie, à 100 000 en tomates de Provence. Il y a des lois par le vote, mais encore nos fonctionnaires en rajoutent. Un grand caméléon de la société. J'espère que Macron suivra la ça se voit dans les 75. Comment on va? Je ne mets pas cette situation. Il a demandé à la mère, j'en ai pour 1000 euros. C'est pas normal. Le débat de l'entre-deux-tours dans la deuxième circonscription de la Manche, Jean-Pierre Consort et Guénaluette touche à sa fin dans un instant. Je leur donnerai la parole pour leurs conclusions respectives. Je vous signale que ce débat sera retrouvé dès ce soir sur la page Facebook de la radio CFM. Vous y retrouvez déjà en vidéo les débats qui ont eu lieu dans la première circonscription de la Manche à Saint-Lô hier entre Benoît Noué, candidate En Marche, et Philippe Gosselin, candidat Les Républicains, député sortant. Et puis le débat que nous avons également organisé à Cherbourg entre Blaise Missler, En Marche, et Sonia Crimi, dissidente En Marche. Je vous donne aussi rendez-vous demain pour le dernier débat des 4 circonscriptions que nous avons traversées toute la semaine dans la Manche. Nous serons dans la circonscription de Coutances-Vallonne pour un débat entre Jean-Manuel Cousin, candidat Les Républicains, et Stéphane Travers, député sortant, candidat à La République En Marche. Et puis enfin, dernier rendez-vous à noter dans notre agenda, dimanche soir, 20h, 21h, la soirée électorale sur CFM. On prend antenne dès 19h55, à 20h les premiers résultats, et dans l'heure qui suit, les réactions avec les candidats gagnants ou perdants que vous entendrez sur l'antenne de CFM. Nous les aurons tous par téléphone. On va passer aux conclusions de ce débat. Le tirage au sort a désigné Bertrand Sort pour parler en premier, et je lui accorde un peu plus de temps qu'à Guénaluette, car il est en retard sur son créditant. Bertrand Sort. Je vais commencer cette conclusion par remercier nos électeurs, parce qu'effectivement, j'aurais sans doute dû le faire au début de ce débat. Effectivement, je souhaite remercier très vivement les près de 23 000 électeurs qui nous ont fait confiance dimanche dernier et qui nous ont placés avec 44,91% en tête de ce premier tour. Pour autant, la réalité du scrutin, elle sera dimanche soir. Donc effectivement, un choix crucial s'offre aux électeurs, un choix crucial entre un député que j'incarne, un élu local qui effectivement est reconnu par son action, sa fidélité, son dynamisme, sa capacité de travailler avec l'ensemble de ses concitoyens, parce que je souhaite incarner ce nécessaire renouvellement d'une classe politique, d'un engagement politique, d'une façon de travailler, et puis cette force de la proximité que je vais incarner également au contact de l'ensemble des habitants, des élus, des entreprises de notre circonscription. Ma motivation, elle est profonde, elle est grande, d'accompagner Emmanuel Macron. Je vois en ce chef d'État un homme qui enfin a la posture, a la carrure pour faire de notre France
et permettre à notre France de retrouver la place qui doit être la sienne à l'échelon européen et à l'échelon mondial. Donc je souhaite profondément accompagner notre président pour pour légiférer, pour accompagner ces réformes nécessaires à notre pays et pour redonner une compétitivité, une attractivité et une puissance économique importante. Nous devons aujourd'hui mettre en place les leviers nécessaires à créer de l'emploi, parce que je crois que l'enjeu majeur de ce quinquennat, l'enjeu majeur de ce quinquennat, c'est effectivement de redonner de l'emploi. L'intérêt pour notre circonscription, bien vous l'aurez certainement pointé, je pense que notre circonscription tirera un bien meilleur profit d'un député qui soit dans la majorité présidentielle que d'un député qui soit hors de cette majorité présidentielle et dans une posture d'opposition, une opposition stérile qui soit source d'immobilisme. Donc effectivement, j'en appelle à voter Bertrand Sort dimanche, à renouveler cette confiance que vous nous avez accordée dimanche dernier pour faire en sorte que notre beau Sud-Manche soit prospère et se développe comme il doit l'être. Merci Bertrand Sort, candidat à la République. Le premier tour de ces élections législatives a été marqué par une abstention record partout en France et notamment dans le Sud-Manche. Il y a donc la nécessité qu'il y ait une mobilisation très forte pour le second tour, dimanche prochain, dimanche 18 juin, et au moins pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faudra s'opposer à de très mauvaises mesures, la mesure emblématique étant l'augmentation de la CSG, 21 milliards de choc fiscal, et une mesure qui va toucher énormément de catégories de Français parmi les plus modestes. Donc il faudra s'opposer à cette mesure-là, comme il faudra s'opposer à des mesures démagogiques proposées par M. Macron et par les candidats En Marche, des mesures démagogiques et qui ne sont pas précisées d'ailleurs. Donc il faudra vraiment être très vigilant là-dessus. Et je voudrais indiquer à nouveau que ma position n'est pas du tout l'opposition stérile. Ma position, c'est une participation, une coopération, mais une coopération vigilante. Et puis, la seconde raison, elle est plus politique. C'est que, à l'évidence, il ne faut pas donner à un seul mouvement ou à un seul clan la totalité des pouvoirs, parce que c'est mauvais pour la démocratie. C'est la confiscation de la démocratie. Et notre République ne peut pas fonctionner comme ça. Notre République, comme toutes les républiques, doit fonctionner sur une discussion, un débat entre la majorité d'un côté et l'opposition de l'autre. Il faut qu'il y ait une opposition suffisamment forte. C'est pourquoi j'appelle les électeurs du Sud-Manche à se mobiliser dimanche, à élire la droite républicaine et le centre. Et puis chacun a bien vu à travers ce débat qu'il y avait deux personnalités assez différentes l'une de l'autre, celle de M. Sort et la mienne. Moi, en tout cas, je vous propose ma conviction et ma fidélité. Merci, Guénier. À Avranches, il est 13h sur CFM, place aux infos. Alors comment vous supprimez ma taxe Ah, si.